Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors Thomas, quel est le programme ce matin d'Osez investir ? Eh bien, on va parler, mon cher Clément, de l'impact de l'ouverture de la ligne 14 du métro parisien sur l'immobilier. Notre invité sera Grégory Guermont-Pré, directeur de la banque en ligne Fortunéo. On va parler des habitudes des Français, comment ont-elles évolué depuis plusieurs années pour la gestion de leur argent. Et puis, on terminera, je vais vous expliquer ce qu'est un compte-titre. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, cette semaine, vous allez nous parler du lancement de la ligne 14 du métro qui relie désormais Paris à l'aéroport d'Orly. Oui Clément, car un prolongement de ligne de métro, c'est toujours un événement et cela a aussi la plupart du temps une répercussion sur l'économie locale. Alors après 6 ans de travaux, dorénavant nous pourrons relier Orly à travers 8 gares créées au départ de Paris en passant par le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, l'Aile-et-Rose, Chevilly-Larue, Thiers-Orly et de l'autre bout de la ligne, Saint-Denis-Pleyel. Alors justement, est-ce que le prix de l'immobilier a flambé dans ces villes ? Eh bien, pas du tout. Et ça, c'est un fait sans précédent. Parce qu'à chaque fois, d'ailleurs, que des stations de métro ou des lignes sont créées à un endroit, le prix de l'immobilier grimpe aux alentours. Alors, la crise de l'immobilier, disons-le, et l'inflation se font bien ressentir dans cet endroit-là comme ailleurs. En fait, cela a limité les baisses des prix à 5%, alors qu'elles varient entre 5 et 15% sur les communes voisines. Du coup, avec l'arrivée de ces nouvelles stations, c'est le Grand Paris qui se dessine et qui se concrétise ? Oui, tout à fait. Et ce n'est que le début, d'ailleurs, grâce aux Jeux Olympiques. Et fin 2025, le Grand Paris va continuer à s'équiper de nouvelles stations et sera en 4 étapes, ce déploiement. Ligne 15 qui tournera autour de Paris, ligne 16 qui desservira la Seine-Saint-Denis et s'arrêtera en Seine-et-Marne, la ligne 17 qui partira de Seine-Saint-Denis pour aller jusqu'à Roissy et la dernière ligne, la 18 au sud de Paris en partance d'Orly jusqu'à Versailles. En tout, ça va représenter 68 gares et plus d'une centaine de projets immobiliers. C'est beaucoup. Allez, on passe à l'invité de la semaine. Notre invité cette semaine, c'est Grégory Guermont-Pré, directeur de la banque en ligne Fortunéo, créée en 2000. Elle intervient sur la banque au quotidien, l'épargne, l'assurance vie, le crédit et la bourse. Alors on va s'intéresser avec vous ce dimanche matin aux habitudes des Français pour la gestion de leur argent. Alors pour la banque au quotidien, celle qui nous intéresse, celle de chaque Français, à savoir donc la gestion de son compte courant, est-ce que les habitudes des Français ont évolué ces dernières années ? Alors bonjour Thomas, oui les habitudes des Français évoluent, c'est-à-dire que maintenant ils sont de plus en plus en ligne finalement, oui. Puisque maintenant avec une banque en ligne comme Fortunéo, vous pouvez tout faire en ligne. C'est-à-dire, vous l'avez cité, nous sommes une banque en ligne complète, et donc on peut faire ses produits d'épargne, bourse, assurance vie, les livrets, la banque au quotidien, le crédit conso et même le crédit immobilier 100% en ligne sans se déplacer. Donc c'est beaucoup plus simple et plus compétitif. Alors, pour autant, est-ce que les habitudes des Français, au-delà de la banque en ligne, d'une façon générale, sont les mêmes ? Elles ont évolué et comment vous les prévoyez, faisant un peu aussi de prospective en soi ? Alors, il peut y avoir des évolutions suivant aussi le contexte de marché. Suivant si les taux sont bas ou hauts. Vous avez par exemple en ce moment, avec la remontée des taux, un engouement qui s'est passé sur les livrets d'épargne par exemple. Donc on voit des flux et donc les usages sont en train d'évoluer. Un autre usage sur la banque au quotidien, c'est nous sommes maintenant dans un monde de temps réel et tout se fait en temps réel. Vous pouvez payer, vous avez directement le solde de votre compte en temps réel, également sur la banque au quotidien, chose qui existait déjà sur la bourse depuis 20 ans. On passe ses ordres de bourse en temps réel. Donc cette notion de temps réel, elle évolue. Autre usage sur la banque, c'est le fait de payer sans contact ou le paiement mobile. C'est aujourd'hui. Alors on va en parler dans un instant parce que ce sera les innovations. Je voudrais vous interroger là-dessus. On va y venir. Mais justement, restons sur les pratiques des Français. Ils sont cigales ou ils sont fourmis, nos Français ? Écoutez, le taux d'épargne des Français, c'est l'un des plus élevés d'Europe. On est à peu près à 17%. Oui. Donc effectivement, on met de côté. En France, c'est comme ça. Et alors quand on est dans des zones d'incertitude, on épargne encore plus parce qu'on est plus inquiet pour l'avenir. Voilà. Mais structurellement, le taux d'épargne est le plus élevé d'Europe.
Ce que vous êtes en train de dire indirectement, même si c'est pas votre sujet, ça aura donc une incidence sur la consommation, forcément, cette situation. Exactement. De façon générale. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que les consommateurs sont en attente? Alors, on va y venir, parce que c'est mon sujet aussi, je voulais vous entendre là-dessus, d'innovation. Vous avez commencé à en évoquer, on va rester un peu dessus. Est-ce qu'il y a des vraies innovations dans le monde bancaire? Parce que quand on pense innovation, j'en parlais il y a un instant de Oser entreprendre, je parlais d'Apple, de marques de cette nature-là, on pense pas forcément à la banque, objectivement. Et c'est un tort parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans la banque. Pour revenir sur le sujet des paiements, alors avant on utilisait par exemple des chéquiers, on n'utilise quasiment plus de chéquiers. Après c'est passé en virement. Maintenant on paye avec sa carte sans contact. Nous payons maintenant avec son téléphone. Vous êtes en train de nous dire, pardon, que c'est la fin du chéquier, c'est sûr? On va y arriver? Alors en tout cas ça baisse d'année en année. D'accord. Nos clients, on propose le chéquier, mais il y en a quasiment plus. C'est-à-dire tout se fait en virement, et maintenant virement instantané. Donc ça aussi, c'est une innovation. Oui. On peut s'envoyer un virement en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est des innovations. Le paiement mobile chez Fortuneo, c'est 11 à 12% des transactions. Donc c'est plus simple pour certains consommateurs de prendre son téléphone plutôt que sortir sa carte bancaire. Voilà, donc ça, c'est des vraies innovations. Le paiement entre amis, par exemple, on peut s'envoyer entre amis également un paiement directement. Donc ça, c'est des réelles innovations. Et après, sur les applications mobiles, vous avez aussi beaucoup d'innovations. Le paramètre, vous gérez votre compte bancaire d'une façon personnalisée. Vous gérez vos plafonds, vous gérez le fait de pouvoir payer des transactions à l'étranger ou pas. Tout ça, c'est des innovations. Les banques en ligne, il y a un essor depuis 25 ans, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, les premières banques en ligne, dans les années 2000, et après elles se sont transformées en banque en ligne vers fin des années 2000, début de 2010. Est-ce que ça préfigure de la fin des agences de quartier qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore un peu aujourd'hui? Alors je ne crois pas. Déjà en France, la densité d'agences par habitant est un des plus élevés d'Europe. Mais justement, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est trop? Alors, cela étant dit, depuis 5-6 ans, nous assistons à une baisse de 2 à 3% du nombre d'implantations physiques en France. Cela étant dit, moi, je n'oppose pas les modèles économiques. Vous avez le grand gagnant finalement, c'est le consommateur. Il peut choisir une agence de proximité, une banque en ligne. Et le grand gagnant, il choisit suivant son mode de consommation et d'usage. Certains ont besoin d'une agence physique et d'autres préfèrent faire tout en ligne. Quand c'est tout en ligne, il y a un intérêt, c'est que la compétitivité tarifaire est complètement différente, puisque un acteur comme Fortuneo, nous sommes régulièrement classés banque la moins chère et vous faites des économies substantielles, plusieurs centaines d'euros par an. Voilà, donc ça convient à certains. Alors, sans opposer les modèles banques traditionnelles de quartier et banques en ligne, est-ce que les Français recherchent plutôt des acteurs généralistes ou des spécialistes dans ce domaine bancaire? Il peut avoir les deux. Vous avez donc des spécialistes qui sont que sur, on appelle une verticale, ils font que de la bourse, que de l'assurance vie, ou que du paiement. Ce que j'observe, c'est que nous sommes une banque complète, et effectivement, je pensais qu'on allait dans un monde de multibancarisation très fort, comme dans certains pays anglo-saxons. C'est pas ce que j'observe. C'est que depuis 2-3 ans, on voit qu'en fait, les consommateurs ne souhaitent pas multiplier les acteurs. Et donc, c'est tout l'intérêt d'être une banque en ligne complète, puisque maintenant, nos clients nous choisissent principalement comme banque principale. C'est vraiment aussi une différence. 56% de nos clients nous choisissent comme banque principale et domicilient leurs revenus chez Fortuneo. Donc ça, c'est vraiment un changement. Alors, dernière question, parce que on a vu apparaître des acteurs dans ces 25 dernières années, et puis certains disparaître, en l'occurrence ING, Orange Bank. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait trop d'acteurs? Est-ce qu'il y a trop d'acteurs aujourd'hui? Ça sera ma dernière question pour vous ce dimanche matin. Je suis pas sûr qu'il y ait trop d'acteurs. Alors, vous avez des acteurs qui disparaissent parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur modèle économique, et puis il y a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché. Je pense plus il y a d'acteurs, plus ça crée un marché. Donc nous sommes en plein développement, même s'il y a plus d'acteurs qui arrivent. Donc le marché est tonique. Alors le marché est en plein développement. Il va doubler dans les 4-5 prochaines années. Merci à vous. Merci beaucoup Grégory Guermont-Pré d'être passé du côté d'Oser Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur de la banque en ligne Fortuneo. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert.
Alors Thomas, ce matin, vous allez nous parler des comptes titres. Eh bien oui, Clément. Et pour commencer, on va se demander de savoir qu'est-ce qu'un compte titre exactement. Alors c'est très simple. Un compte titre est un compte d'investissement qui permet d'acheter et de vendre quasi tous les instruments financiers. Il n'y a pas de plafonnement des versements ni de restriction sur les types de titres détenus, ce qui en fait un outil très flexible. Et quels sont les principaux types d'investissements qu'un particulier peut réaliser avec un compte titre? Alors on peut acheter des actions, des obligations, des fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent la performance d'un indice spécifique comme le CAC 40, des OPCVM, à savoir organismes de placement collectif en valeur mobilière, et des produits plus complexes. Et qu'est-ce qu'il faut regarder pour bien choisir son compte titre? Il faut regarder les frais de courtage, les frais de gestion et les frais de tenue de compte, la gamme de produits financiers et accès aux marchés internationaux si besoin, la plateforme qui doit être facile à utiliser et dotée d'outils de recherche et d'analyse pour un bon investissement. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'un compte titre par rapport à d'autres types de comptes d'investissement comme le PEA par exemple? Le fameux plan d'épargne en action. Les avantages du compte titre sont la flexibilité et l'absence de limite de versement. Alors vous pouvez investir dans un compte plus large d'actifs, y compris des titres étrangers. En revanche, l'inconvénient principal est la fiscalité. Les gains sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sans les avantages fiscaux offerts par le fameux PEA. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de frais à comparer pour bien choisir son compte titre? On va être très concret effectivement, Clément. Pour un ordre de bourse de 1 000 €, les frais de courtage peuvent varier entre 0,5 à 1%, soit de 5 à 10 € par transaction. Certains courtiers d'ailleurs proposent des forfaits ou des tarifs dégressifs selon le volume des transactions. Il est donc important de bien comparer ces coûts. Alors, pour conclure, je vais vous dire que le conseil clé d'ailleurs serait de bien se renseigner et de comparer les offres disponibles et les services proposés. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.